C'est l'heure de l'entretien. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Pour ce numéro, nous recevons Monsieur Johnny Chancel Ngamwana. Il est le président de l'association Johnny Chancel pour les albinos. Il porte également la casquette de conseiller, donc membre du bureau du conseil consultatif des personnes vivant avec handicap. Dans cet entretien ou dans ce numéro, nous allons parler de l'apport de l'AJCA à l'amélioration de la qualité des vies des albinos. Monsieur Johnny Chancel, bienvenue dans cette émission. Bonjour, merci de me recevoir. Nous voulons savoir un peu plus sur vous. Qui est Johnny Chancel? Johnny Chancel est une personne, un Congolais qui a beaucoup souffert par rapport à son handicap et qui a décidé d'accompagner les autres personnes qui souffraient de la même pathologie en mettant une structure en place qui s'occupe de cette personne-là. Et qu'est-ce qui justement vous a poussé de mettre en place ou de créer une structure associative qui est d'ailleurs née en 2010 selon les informations que nous avons recueillies et avec un peu plus de 500 membres? AJCA compte plus de 2000 membres déjà dans toute l'étendue du territoire. Et vous savez, quand nous on grandissait ici, on n'avait pas une structure qui pouvait nous diriger ou nous former. Par exemple, moi je partais à l'école, je ne voyais pas. Je ne savais pas qu'une personne vacabinisme devait avoir des lunettes pour essayer de bien voir. Et je ne savais même pas qu'il fallait mettre des crèmes solaires sur la peau pour se protéger des rayons ultraviolets. Je ne savais pas que si on m'appelait albinos, c'était pas une insulte, c'était juste une manière de désigner qui j'étais. Et ces choses-là, quand je suis parti à l'étranger, et j'ai vu qu'il y avait d'autres structures qui étaient organisées. En RDC, on a la fondation Mwiba Texas. Au Mali, il y a la fondation Salif Keita. En Europe, il y a Jeune Espoir à Paris. Ce sont des fondations avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que chez moi, il n'y avait pas une structure qui pouvait organiser, structurer et encadrer d'autres personnes, des parents, des personnes vacabinisme qui ne savaient pas ce que c'était que l'albinisme et comment on pouvait faire pour essayer de s'entraider entre nous. Et à mon retour en 2010, donc ensemble avec les autres, on a décidé de mettre cette association en place, qui est aujourd'hui l'AJCA que vous connaissez, donc l'association Johnny Chancel pour les albinos. Vos objectifs, promouvoir les capacités intellectuelles des albinos, combattre le rejet et la maltraitance dont vous êtes victime. Vous l'avez dit au début que vous avez subi ces genres de discrimination, d'injustice certainement. Mais depuis l'existence de l'AJCA, est-ce que vous avez constaté qu'il y a un changement positif, quelque chose a évolué? Vous savez, je vais être très franc avec vous. Depuis l'existence de AJCA, aujourd'hui 14 ans, nous sommes très fiers du travail que nous avons fait. Parce qu'avant la mise en place de notre association, il y avait beaucoup de discrimination, beaucoup de rejets, beaucoup de problèmes qui minaient des personnes avec albinisme. Aujourd'hui, il y a des problèmes qui persistent, mais nous avons fait beaucoup d'avancées significatives. Hier, il y avait des parents qui n'envoyaient même pas leur enfant à l'école parce que tu naissais albinos, ça veut dire que tu n'allais pas réussir. Il y avait des parents qui n'étaient pas sensibilisés, que ton fils ou ta fille peut être albinos, personne ne veut un albinisme, mais il fallait l'envoyer à l'école, il fallait l'encourager à travailler, il fallait l'encourager à devenir quelqu'un demain. Et aujourd'hui, nous avons l'exemple qui est palpable, qui est notre ministre de la Communication, qui est une personne vivant avec albinisme, qui est un cadre, l'un des brillants ministres que nous avons, nous avons dans notre pays. Exactement. Donc, par conséquent, s'il n'était pas parti à l'école, il n'allait pas être là où il est aujourd'hui. Et nous pensons que les enfants, les parents qui ont des enfants vivant avec albinisme, ils doivent les soutenir pour les envoyer dans les écoles et pour qu'ils deviennent aussi des cadres demain dans notre pays. Et aujourd'hui, nous sommes quand même fiers du travail que nous avons fait parce que hier, il y avait beaucoup de mariages qui disloquaient parce que la femme mettait au monde un albinos. Parce qu'avant, quand il y avait un enfant qui naissait, souvent les pères disaient que c'est la femme qui met au monde les enfants albinos. Et nous, par rapport aux sensibilisations qu'on fait, on a fait comprendre aux parents que si un enfant albinos naît dans un couple, ça veut dire que les deux parents sont porteurs des gènes. Et si seulement il y a un parent qui est porteur des gènes,
l'enfant ne peut pas naître albinos. Donc, il doit prendre les gènes des deux parents. Et par conséquent, nous avons fait comprendre aux parents que votre enfant est albinos parce que vous aussi, vous portez des gènes albinisme. Et vous êtes encore un peu plus fier quand vous démarrez 500 membres lorsque vous démarrez votre association, 500 membres, et vous êtes aujourd'hui à plus de 2000. Est-ce que vous en êtes fier aussi? Ça fait partie aussi de vos réussites? Bien sûr, ça fait partie des réussites parce on a traversé des périodes très difficiles et vous savez, s'occuper des personnes avec albinisme comme nous le faisons, c'est pas facile. Quand on a démarré l'association encore, c'était bien, mais quand on a ouvert la clinique, on nous a pas donné 3 mois. On nous a pas donné 3 mois parce qu'aujourd'hui, nous avons un cabinet médical qui fait de la prise en charge gratuite sur les personnes avec albinisme. Pas seulement ceux de notre pays, il y a même des albinos qui viennent de l'extérieur, qui viennent se faire soigner ici parce que nous sommes devenus un modèle aujourd'hui dans la sous-région. Est-ce que dans votre clinique, vous avez des médecins appropriés ou des personnes qui ont de l'expertise pour prendre en charge les personnes vivant avec l'albinisme? Vous savez, je vais vous raconter l'histoire de cette clinique. Cette clinique que nous avons mis en place en 2015, c'était dû au taux de mortalité très élevé des personnes avec albinisme. Vous savez, avant la mise en place de cette clinique, on avait 3 à 4 décès par mois, des personnes qui décédaient dû au cancer de la peau. Et ces personnes-là, souvent quand on leur demandait, mais pourquoi vous partiez pas à l'hôpital, il y avait 2 raisons. Soit ils n'avaient pas l'argent pour aller à l'hôpital, soit des médecins n'étaient pas spécialistes sur l'albinisme. Donc les médecins ne connaissaient pas comment soigner des cancers de la peau sur des personnes avec albinisme. Et là, ça nous a vraiment peiné. Et nous avons pris notre courage à 2 mains. Nous sommes partis vers Madame Jacqueline Lydia Mikolo, Madame la ministre que nous saluons en passant. Nous sommes partis la voir. À l'époque, elle était ministre de la Santé et aujourd'hui, elle est devenue ministre des PME. Exactement. Et nous sommes partis la voir pour la dire, voilà, nous voulons mettre une clinique en place qui va faire de la prise en charge sur les albinos gratuitement. Et elle nous a facilité l'obtention des documents. Et je veux vous dire, monsieur le journaliste, que de 2015 à ce jour, nous avons pu stopper le taux de mortalité qui était galopant à 3 à 4 par mois. Aujourd'hui, nous n'avons que 11 décès en 9 ans. 11 décès en 9 ans. C'est pour vous dire combien nous avons pu stopper le taux de mortalité. Parce que quand nous avons mis la clinique en place, nous avons recruté des médecins qui sont généralistes. Et nous avons compris que ces médecins-là n'étaient pas spécialistes sur l'albinisme. Et en partenariat avec l'ambassade de la Russie, nous avons fait venir des médecins russes qui sont spécialistes sur l'albinisme, qui ont formé nos médecins et soigné. Nous avons fait venir des médecins espagnols en partenariat avec l'ambassade de l'Espagne qui est en RDC et le consulat, avec l'appui du consulat de Saint-Marin en République du Congo. Nous avons fait venir des médecins espagnols ici. Nous avons fait venir des médecins burundais ici. Nous avons fait venir des médecins maliens ici. Tous ces médecins que nous avons fait venir ici dans notre pays, c'est des spécialistes sur l'albinisme. Parce que nous savions que nos médecins ne connaissaient encore rien sur l'albinisme. Vous savez, il y avait des moments où nous envoyions nos patients dans d'autres hôpitaux et là-bas, la manière dont on les soignait, on avait compris que une personne qui est cancérologue, qui soignait le cancer sur la personne avec albinisme comme s'il soignait sur une personne non albinisme. Et ça nous a causé beaucoup de décès. Alors, les albinos ne sont pas seulement à Brazzaville, il y en a aussi dans d'autres localités. Est-ce que vous pensez déployer cette clinique aussi dans les autres départements du pays? Ou vous en avez déjà? Non, dans d'autres départements, nous n'en avons pas parce que déjà, tenir celle qui se trouve à Brazzaville, c'est très compliqué. Vous savez, nous sommes une structure à utilité publique, mais nous n'avons pas de subvention. Par conséquent, il y a des moments de fin de mois sont très difficiles dans notre clinique et parce que nous devons acheter des médicaments chaque mois, nous devons payer le personnel, nous devons payer les factures. C'est pas évident pour une structure comme la nôtre qui n'a pas de subvention. Mais ce que nous le faisons parce que nous avons cette soif-là d'accompagner, cette soif-là d'aider. Et aujourd'hui, quand nous regardons le résultat du travail que nous menons depuis 14 ans déjà, nous sommes très fiers parce qu'aujourd'hui, nous pouvons nous lever et dire que voilà, aujourd'hui, si il y a eu le taux de mortalité sur les personnes avec albinisme qui a diminué dans notre pays, c'est grâce à notre clinique. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'une personne avec albinisme constate une petite pathologie sur lui, il sera à la clinique, il est pris en charge automatiquement. Et ça, c'est des choses qui n'existaient pas avant. Justement, ce sont des actions encourageantes. Et vous avez vraiment besoin de subventions. Ceux qui nous suivent ou des bailleurs de fonds ou des personnes de bonne volonté, nous souhaitons bien qu'ils puissent vous accompagner dans ce sens. Exact. C'est votre vœu, justement.
Exactement, exactement. Bien, vous avez aussi, en juin dernier, donc en 2024, procédé à la distribution de 250 kits des crèmes solaires et c'était à l'occasion de la journée de sensibilisation à l'albinisme. Et comment est-ce que vous avez pu avoir les ressources financières pour acheter ces kits? En tout cas, en juin dernier, nous avons organisé un forum sur l'albinisme en partenariat avec Madame la professeure Lomingu, Lenga Lomingu, chef du service dermatologiste de CHU de Brazzaville, et que nous saluons en passant, qui a décidé de s'impliquer dans la cause de l'albinisme. Aujourd'hui, ça fait 3-4 ans que nous travaillons avec elle et nous avons décidé d'organiser ce forum-là qui a réuni tous les dermatologues du Congo et ceux de la RDC et ceux de la sous-région. Donc, les dermatologues sont venus du Gabon, de la Côte d'Ivoire, de la RDC, parce qu'il y a eu la sécodérisme et la sécoderme, les deux associations qui regroupent les dermatologues de la RDC et ceux de Brazzaville, parce qu'il fallait que nous nous asseyions pour tabler sur les problèmes qui minent des personnes avec albinisme. Vous savez, un problème quand il persiste, parce que nous nous sommes rendus compte que dans tous nos États africains, les problèmes sont concordance. Les problèmes sont presque semblables, parce que nous avons un seul ennemi commun qui est le soleil. Et par conséquent, les personnes avec albinisme qui vivent en Europe n'ont pas les mêmes problèmes que ceux qui vivent en Afrique. Donc, les dermatologues qui vivent dans ces pays-là, des pays de la sous-région, en Afrique en général, sont confrontés à ces problèmes-là. Et certains n'ont jamais touché une personne avec albinisme avant. Et il fallait qu'on puisse les sensibiliser. Et ce côté-là, c'est la professeure Lenga Lomingu qui a vraiment pris ce cheval-là pour pouvoir emmener les autres à essayer de s'intéresser sur le problématique de l'albinisme et essayer d'y pallier. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de ce forum-là parce que le résultat de ces forums-là que nous avons fait, c'est des actions que nous sommes en train de continuer à voir. Que nous sommes et sur le financement, comment vous faites pour avoir les moyens? On a eu des personnes de bonne volonté. On a eu le consulat de Saint-Marin qui nous a accompagnés. On a eu la fondation Pierre Fabre. On a eu Madame Hugues Ngolondele. Et on a eu d'autres partenaires qui nous ont accompagnés parce que ce forum s'est déroulé en 3 jours. Il y a eu 2 jours à Elbow Suite et une journée à la clinique médicale à JCA. Et justement, au-delà du soleil qui vous pose énormément de problèmes pour faire face justement au soleil, est-ce que vous avez d'autres soucis, d'autres problèmes auxquels vous êtes confrontés? Vous savez, l'albinisme est une anomalie génétique héréditaire qui atteint les yeux, les cheveux et la peau. Par conséquent, une personne vivant avec albinisme a moins de mélanine dans sa peau. Et c'est ce qui nous permet de se protéger contre les rayons ultraviolets du soleil. Ça, c'est le premier problème parce que c'est la première cause de mortalité des personnes avec albinisme en Afrique. C'est dû aux rayons ultraviolets du soleil qui pénètrent dans la peau, vu que la peau n'est pas protégée. Et ces rayons ultraviolets créent des mycoses qui se transforment souvent en cancer de la peau et l'issue est souvent fatale. Alors, outre le problème de la peau, nous avons le problème des yeux. Une personne avec albinisme manque de mélanine dans les yeux. Et ça fait que ses yeux ne sont pas, ses yeux ne voient pas comme les vôtres, même quand il a des lunettes correcteurs. Et vous remarquerez que là, par exemple, je suis dans le studio avec vous, devant les projecteurs, j'ai des lunettes de soleil, c'est pour me protéger de ces projecteurs-là. Donc, nous souffrons beaucoup de la photophobie, nous souffrons beaucoup de l'exposition à la lumière. Et souvent, vous remarquez qu'une personne avec albinisme qui n'a pas de lunettes, qui est dans la journée exposée à la lumière, elle a tendance à réduire ses yeux, à diminuer ses yeux pour ne pas que la lumière pénètre dans ses yeux. Je peux dire que les problèmes qui sont majeurs, c'est la peau et les yeux. Voilà. Quelles sont les activités principales que vous menez ou vous organisez en faveur des albinos et pour justement améliorer leurs conditions de vie? Nous avons fait de la lutte contre le cancer de la peau notre cheval de bataille parce que c'était la première cause de mortalité dans notre pays. Je peux dire que c'est la première cause de mortalité en Afrique, mais dans notre pays, ça a diminué parce que depuis 9 ans, nous nous sommes vraiment mis à la tâche
pour essayer de combattre ça. Et aujourd'hui, nous pouvons être fiers de ce que nous avons fait. Nous accompagnons les personnes avec albinisme dans l'éducation. Nous sommes en partenariat avec, ça fait 2 ans que nous sommes en partenariat avec l'UNICEF, que nous accompagnons les personnes les enfants qui vont à l'école, qui ont besoin de notre accompagnement. Nous leur accordons l'accompagnement grâce à l'UNICEF. Et en juillet dernier, nous avons eu à faire une distribution avec la fondation MTN qui nous a accompagnés aussi à soutenir les enfants. Et nous accompagnons aussi dans la sensibilisation. Nous faisons de la sensibilisation dans les écoles pour pouvoir faire prendre conscience aux élèves et aux directeurs, aux enseignants, que la personne avec albinisme ne doit pas s'asseoir derrière, par exemple, il doit s'asseoir devant parce qu'on a les problèmes de vue, et que être une personne avec albinisme, ça c'est parmi les plaidoyers pour faciliter la vie. Exactement. Et nous faisons aussi comprendre aux uns aux autres, que être personne avec albinisme n'est pas une fatalité. Nous sommes tous des Congolais. Il n'y a pas de sur-Congolais ou des moins Congolais. Nous sommes tous des Congolais. Seulement, nous sommes atteints de l'albinisme, qui est une anomalie génétique, donc héréditaire, et par conséquent nous devons nous sensibiliser les autres par rapport à ce problème-là. Et en ma qualité du président du réseau des organisations des personnes vivant avec albinisme d'Afrique centrale, nous sommes obligés, avant de continuer mon propos, je voudrais vraiment remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui est sensible aux personnes handicapées. Qui est sensible aux personnes handicapées, parce que vous savez, par exemple, en Ouganda, en Tanzanie, au Nairobi, au Kenya, on tue les albinos. Au Malawi, on a même interdit pendant un moment aux praticiens d'exercer leurs fonctions parce que à chaque fois que on devait faire un guigui, il fallait sacrifier une personne avec albinisme. Et le fait que nous n'avons jamais enregistré un cas de mortalité ou d'assassinat des personnes avec albinisme dans notre pays, et cela est à féliciter parce que c'est une bonne chose. Oui. Exactement, parce que nous regardons dans d'autres pays, c'est pas pareil. C'est pas pareil, peu importe la volonté de leurs dirigeants, il y a beaucoup des atrocités qui se passent. Et moi, en ma qualité du président du réseau des organisations des personnes avec albinisme d'Afrique centrale, le ROPAC en sigle, je suis au courant de ce qui se passe dans les pays de la sous-région, et parfois c'est des situations qui sont vraiment déplorables. Mais dans notre pays, notre gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre et le président de la République sur sa vision qui est à protéger les minorités qui sont, entre autres, les personnes avec handicap en général et les personnes albinisme en particulier. Et quelles sont d'autres stratégies que vous menez pour éviter la discrimination, les injustices et même, voire même les stigmatisations portées contre vous? C'est les sensibilisations. Nous sensibilisons beaucoup. Donc vous insistez sur la sensibilisation. Exactement, parce que nous pensons que les personnes qui stigmatisent ou qui discriminent les autres ne connaissent pas, n'ont pas la connaissance du problématique. Et là, c'est pour ça que nous passons beaucoup plus de temps à sensibiliser pour faire prendre conscience du problématique, pour que nous puissions savoir que, vous savez, avant, je pense que même dans les écoles, vous avez dans les écoles primaires, par exemple, vous allez voir une école qui a 1000 enfants, il y a un seul enfant albinos, et vous voyez la différence que ça fait. Oui. Et parfois, l'enfant subissait c'est pas facile à vivre, injures, mais après, il faut les surmonter, oui. Aujourd'hui, pendant nos sensibilisations, nous sommes passés dans plusieurs écoles. Et il y a des écoles où nous avons retrouvé 2-3 albinos et qui vivent bien aujourd'hui. Avant, c'était compliqué. Et déjà, c'est d'apprendre à ces personnes-là, des personnes avec albinisme, de s'accepter d'abord. Parce qu'il y avait ceux qui s'acceptaient pas. Le fait du regard des autres, le fait des injures, le fait des discriminations, qui se refusaient à eux-mêmes déjà, qui ne croyaient pas en eux. Et nous leur faisons d'abord prendre conscience qu'ils devaient d'abord croire en eux, croire en ce qu'ils font et savoir qu'ils sont êtres humains à part entière. Et comment votre association collabore avec les autorités locales, notamment même le ministère des Affaires sociales ou le ministère de l'Enseignement, pourquoi pas, et également les autres organisations pour améliorer la qualité de vie des albinos? Ce que je peux dire, c'est aujourd'hui, nous pouvons dire merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
pour avoir promu Madame Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbanza au poste du ministre en charge des Affaires sociales et de l'action humanitaire, qui est aussi la ministre en charge des personnes avec handicap. Vous savez, la déclaration de la République du Congo a eu lieu il y a 66 ans. Et nous n'avons jamais eu un ministre qui s'est levé un jour, qui s'est engagé pour organiser un forum sur le handicap. Tous les ministères savent que ces problèmes existent, mais personne n'a eu le courage de s'engager. Le Forum national sur le handicap, ça a été patronné par le Premier ministre. Exactement, mais sur l'initiative de Madame la ministre des Affaires sociales, de l'action humanitaire, de la solidarité. Évidemment. Et c'est pour ça que nous voulons vraiment la jeter des fleurs, parce qu'à la sortie de ces assises, nous avons eu des recommandations qui ont été remises à Madame la ministre, qui va faire part à qui de droit pour améliorer les conditions de vie des personnes avec handicap dans ce pays. Et ça, c'est quelque chose que nous n'oublierons jamais. Parce que 66 ans après, aujourd'hui, nous avons quand même eu une femme qui s'est levée pour dire ces problèmes perdurent. De ce côté, s'il y a des problèmes avec les handicapés, avec les aveugles, avec les albinos, avec les déficiences mentales, nous devons nous asseoir pour tabler et regarder quelles sont des choses que nous pourrions améliorer, comment pouvons-nous faire pour essayer de pallier à ces problèmes. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce forum qui a été organisé, et nous sommes très très fiers d'avoir participé à ces assises, parce que nous savons que ces recommandations qui ont été données à Madame la ministre vont avoir une attention particulière de la part de nos autorités. Alors, ces recommandations, c'est pour plus d'inclusion sociale en faveur des personnes vivant avec handicap. Est-ce que c'est une bonne chose et vous espérez que la situation va vraiment s'améliorer de plus en plus? Ces recommandations, il y en a 7 au total. Et celle qui retient beaucoup notre attention, c'est l'accélération de la mise en place de la loi portant protection et promotion des personnes vivant avec handicap dans notre pays et la mise en application des tests. Des tests. Et aujourd'hui, nous savons que, vous regardez par exemple les personnes avec handicap, nous n'avons qu'une seule loi qui existe depuis 1992, la loi 009, qui a fait son temps, qui aujourd'hui par rapport à la mondialisation, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde et dans notre pays, devrait être amendée et adaptée par rapport aux conditions et au contexte actuel. Et AJCA fait partie des organisations qui ont proposé que cette loi soit nommée Mboukou Kimbanza pendant le forum, et nous espérons que cette recommandation va être acceptée par nos autorités. Monsieur le conseiller, depuis la création de votre association, donc la JCA, vous avez certainement connu des succès. Quel est le plus beau souvenir, sinon des bonnes actions que vous souhaiteriez partager et que vous souhaitez pérenniser? Pour moi, le plus beau souvenir que je retiens, c'est d'avoir réduit le taux de mortalité de 3 à 4 par mois à 11 en 9 ans. Ça, c'est une fierté. Ça, c'est quelque chose qui me fait sentir utile dans notre société. Vous savez, sincèrement, quand on a créé l'association, on avait toujours de nouvelles. Ah, un tel est décédé parce qu'il avait une plaie, la plaie a grossi, après il est décédé. Et quand on envoyait dans certains hôpitaux, on le soignait mal parce qu'il connaissait pas comment soigner des cancers de la peau. Et aujourd'hui, nous sommes habilités, nous sommes outillés pour soigner ces cancers-là dans notre clinique, qui fait aujourd'hui la fierté de la sous-région. Vous savez, des albinos quittent d'autres pays de la sous-région pour venir se faire soigner chez nous. Et ça, c'est ma plus grande fierté. Mais en face des succès, nous avons toujours des difficultés, sinon des obstacles. Est-ce que certainement, vous l'avez rencontré dans votre travail? Ce sont lesquels? Les difficultés sont les mêmes, comme je vous ai dit tantôt, que nous sommes une structure à utilité publique, mais nous ne bénéficions pas de subventions parce que les difficultés sont énormes. Vous savez, on a une équipe de médecins qui travaillent 24 heures sur 24 dans notre clinique et il faut les payer. Nous avons des médicaments qui ne sont pas subventionnés, qu'il faut payer. Nous avons des factures de l'eau, d'électricité, le gasoil pour le groupe qu'il faut payer. Et toutes ces choses-là, nous ne pouvons pas le faire si nous n'avons pas de subvention. Et je pense que les autorités devraient regarder notre problème en particulier pour que nous passions d'association à structure d'utilité publique, pour que nous puissions bénéficier d'une petite subvention qui peut nous permettre de tenir le cap. Parce que ce que nous faisons déjà sans subvention depuis 14 ans, et les Congolais ont pu voir et toucher la concrétisation de ce que nous faisons. Et comment travaillez-vous avec
les familles des albinos pour leur apporter un soutien psychologique et éducatif et les aider aussi peut-être pour une insertion professionnelle de leurs enfants ou nous le leurs membres faisons, de famille. nous ne cesserons de remercier son Excellence le Président de la République, chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a des quotas d'intégration à la fonction publique, il y a les handicapés qui sont pris en compte. Et quand les handicapés sont pris en compte, les personnes vivant avec albinisme aussi. Donc aujourd'hui, nous avons aussi des frères et sœurs qui sont vivant avec albinisme, porteurs personnes vivant avec albinisme, qui sont fonctionnaires de l'État. Vous savez que l'État aussi ne peut pas embaucher tout le monde. Nous travaillons avec le FUNIAB, par exemple, pour faire l'insertion socio-professionnelle avec des personnes qui font le travail manuel. Les artisans. Pendant le forum, par exemple, nous avons exposé avec les artisans et nous essayons toujours d'encourager les parents à soutenir leurs enfants, surtout parce que, vous savez, la discrimination souvent commence par la famille. C'est quand la famille abandonne son enfant et que les enfants du dehors aussi prennent le relais. Et nous commencions par la maison. Déjà, il y avait des problèmes parce que souvent des hommes pensent que c'est des femmes qui mettent au monde les albinos. Et on s'est battu pour faire comprendre aux uns aux autres que non, si un enfant naît albinos, ça veut dire que les deux parents sont porteurs des gènes. Par conséquent, la faute ne revient pas qu'aux femmes, c'est aux deux parents. Et c'est pas une faute parce que c'est une anomalie, donc personne ne s'y attend. C'est une anomalie. C'est la nature qui l'a voulu. Exactement. Donc, par conséquent, nous sommes en train de nous battre pour ça encore aujourd'hui, parce que nous savons que tout n'est pas encore fait. Nous savons que le travail est encore énorme. Le chemin est très long, mais nous avons bien commencé et jusqu'à ici, nous sommes très fiers de ce que nous avons pu réaliser et nous savons que le futur est prometteur. Monsieur Johnny Chancel, vous êtes l'un des acteurs clés du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap. Nous voulons savoir comment, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette fonction? Est-ce que c'est un privilège ou une reconnaissance? Une reconnaissance vis-à-vis des autorités de mon pays. C'est une institution constitutionnelle et dans d'autres pays, ça n'existe pas. Aujourd'hui, nous avons une institution constitutionnelle qui existe dans notre pays, qui regroupe en son sein toutes les catégories des personnes vivant avec handicap. Ou moi, justement, je représente les personnes vivant avec albinisme au sein du secrétariat exécutif permanent du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap. Et vous savez, nous sommes devenus un modèle aussi dans beaucoup de pays. La République nous a dotés de cette institution constitutionnelle et nous devons en prendre soin. Et nous savons que le travail que nous faisons, que nous allons faire et que nous faisons déjà avec le Conseil consultatif des personnes avec handicap est un travail qui sera très, 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 très prometteur pour les personnes avec handicap. Et comment gérez-vous votre tâche de président du réseau des organisations des personnes atteintes d'albinisme? Comment vous vivez cette tâche, cette responsabilité, et qu'est-ce que vous faites dans vos missions? Vous savez, être président du réseau des organisations des personnes avec albinisme d'Afrique centrale, c'est pas une chose facile. Je vous ai parlé des tueries, par exemple. S'il y a un assassinat qui se passe au Nord Kivu, en RDC, je suis informé. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous devons interpeller l'ambassadeur de la RDC qui est ici pour pouvoir bousculer le gouvernement de l'autre côté et pour pouvoir essayer de rattraper ces assassins et leur infliger les sanctions qu'il faut. Nous avons été élus à ce poste par rapport au travail que nous faisons ici. Toutes les organisations qui travaillent sur l'albinisme dans la sous-région sont tombées d'accord pour dire que non, pour l'instant, nous avons pour modèle le Congo avec à sa tête le président Johnny Chancel qui fait un travail extraordinaire. Et c'est pour ça que nous avons été élus par rapport aux autres. Et c'est un travail très complexe. Et les membres du bureau du ROPAC, Réseau des organisations de personnes avec albinisme d'Afrique centrale, sont dans d'autres pays. Et le siège est ici parce que la présidence est ici. Et c'est un travail très complexe que nous faisons avec l'apport des uns des autres et avec l'accompagnement de l'Éternel Dieu. Nous savons que nous sommes déjà à 6 ans. Ça fait déjà 6 ans que nous sommes présidents de ce réseau et nous pensons que cela va continuer parce que nous faisons vraiment un travail
énorme dans ce réseau. Dans d'autres pays, parce que je ne pourrais pas m'asseoir ici pour dire ce que nous faisons dans d'autres pays, mais la même chose que nous faisons ici, nous le faisons au Cameroun, au Tchad, au Gabon, mais en partenariat avec les associations qui sont implantées sur place, qui travaillent sur l'albinisme. Et quand ça nécessite notre déplacement, nous partons sur place pour essayer de voir avec le gouvernement, avec les autorités de ces pays, pour pouvoir essayer de pallier à certains problèmes que nous pouvons résoudre. Donc, c'est vraiment un travail pas facile, mais que nous avons accepté de mener parce que la cause nous est très chère. D'accord. Nous tendons quasiment à la fin de cette émission. Nous voulons recueillir votre vision en termes de projet, en termes de plaidoyer peut-être, en ce qui concerne justement la réduction des inégalités entre les albinos et les personnes non handicapées. Nous continuerons à faire le plaidoyer pour pouvoir garder, veiller à ce que la réduction des inégalités ne s'augmente pas. Et aujourd'hui, en termes de plaidoyer, c'est ce que je vous ai dit, c'est nous pensons que notre structure mérite de passer à utilité publique. Parce que ce que nous faisons, c'est les Congolais que nous soignons, et nous pensons que notre État peut trouver une petite subvention pour notre structure, qui est la seule clinique en Afrique centrale qui fait de la prise en charge gratuite sur les personnes avec albinisme. Et en termes de projet, nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui, avec l'apport en partenariat avec la Fondation Pierre Fabre et la Fondation Congo Assistance, et aussi le consulat de Saint-Marin en République du Congo, nous sommes en train de mettre en place une unité de fabrication de crèmes solaires qui va se faire dans les prochaines semaines. Et cela nous permettra d'avoir des crèmes solaires pour les personnes avec albinisme de notre pays. Non seulement pour les personnes avec albinisme de notre pays, mais aussi pour ceux de la sous-région, parce que nous pourrions aussi envoyer dans d'autres pays. Et ces crèmes solaires, nous les produirons ici dans notre pays et nous allons les distribuer gratuitement dans toute l'étendue du territoire. Et aussi, on a envoyé certains dans des pays de ROPAC, membres du ROPAC, et que eux pourront seulement nous donner les moyens pour les ingrédients. Donc c'est comme ça que nous sommes en train de préparer ça avec le ROPAC, que j'ai le plaisir et l'honneur de présider en ce moment. C'est le plus grand projet parce que vous savez, à chaque fois que nous distribuons des crèmes solaires, c'est des millions que nous dépensions. D'accord. Et c'est pas évident. Le message est passé. Merci, Monsieur Johnny Chancel, d'être venu à cette émission Entretien. Mesdames et messieurs, vous avez compris que nous sommes arrivés au terme de cette émission, mais nous rappelons que nous avons reçu Monsieur Johnny Chancel Ngamwana, président de l'association Johnny Chancel pour les albinos, membre du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap. Au revoir prochainement.